Culture Soccer. Culture Soccer. Bienvenue à ce 21e épisode de Culture Soccer, épisode bien spécial aujourd'hui, mais le mois de juin en entier risque d'être bien spécial avec les compétitions internationales qui s'amènent chez Culture Soccer avec la Coupe du monde féminine de France 2019 et la Gold Cup. Aujourd'hui, là, nous vous présenterons la Coupe du monde féminine. On est vraiment excités là, chez Culture Soccer. Nous vous avons donc préparé un panel sans l'ombre d'un doute exceptionnel. Tout d'abord, comme la plupart du temps, à mes côtés, Adi Raphaël. Bonjour Adi, ça va bien? Salut Anthony, oui, ça va très bien. Très excité de faire ce podcast-là avec vraiment des invités de marque avec nous. J'ai vraiment hâte à ce qu'on débute les discussions. Moi également, mais malheureusement, aujourd'hui, là, Antoine Latran ne pouvait pas être présent. Mais je suis vraiment content, comme tu l'as dit, d'accueillir nos invités. Là. Tout d'abord, Steph Rad, que vous avez pu entendre à maintes reprises au CanFC ou voir sur Twitter. Bonjour Steph, ça va bien? Oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Moi aussi, je suis vraiment super excitée de parler de soccer féminin. Merci à toi. Et nous sommes également rejoints par Georges Sanchez, l'un des plus grands supporters du soccer féminin sur la twittosphère et former coach des Stingers de Concordia dans le chemin universitaire. Bonjour Georges, ça va bien? Oui, merci beaucoup, ça va très bien. Parfait. Vraiment, là, la Coupe du monde de cette année, là, c'est la 8e édition. Elle va se dérouler en France. On le rappelle, la dernière Coupe du monde s'était déroulée au Canada, mais cette fois, ça sera chez nos cousins français. Et ça va se passer dans 9 villes différentes. Ça va se passer à Lyon, à Paris, à Nice, à Rennes, à Montpellier, au Havre, à Reims et à Grenoble. Donc, je crois que ça va être vraiment excitant. Tout d'abord, là, rapidement comme ça, on va commencer par Steph. Là, comment tu te sens-tu à l'aube de cette Coupe du monde? Je me sens excitée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je suis une fan avérée de l'équipe du Canada, mais principalement de Christine Sinclair. Je ne suis pas la seule, évidemment. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elle va faire pour sa 5e Coupe du monde. Je lui souhaite tout le succès. Parfait. Et toi, Georges? Je pense que ça devrait être la plus grande Coupe du monde féminine parce qu'avec les réseaux sociaux, avec la couverture, le fait que les matchs vont avoir lieu en Europe, donc il va être plus accessible à plus de monde. On voit chaque Coupe du monde, c'est de plus en plus grande, puis je pense que celle-là va vraiment dépasser toutes les autres éditions avant. Est-ce que tu es du même avis, Adi? Oui, effectivement, je suis du même avis. On a vu en 2015 qu'au Canada, on a battu, la Coupe du monde ici a battu tous les records. Et je pense que la Coupe du monde française va être encore plus grosse, comme l'a dit Georges. J'aimerais juste mentionner par rapport au stade, pour les avoir connus, vu que je suis un adepte de la Ligue 1, c'est de très beaux stades. Il n'y aura pas de petits stades dans la sélection choisie. C'est pas non plus les plus gros en France, mais n'empêche, c'est des beaux stades qui sont très adaptés à recevoir un événement pareil. Très excité. Moi aussi, partisan du Canada. Par contre, j'ai quelques petites équipes que j'ai hâte de voir aussi jouer. Oui, et t'es pas trop triste que lors de la dernière édition, ce soit les États-Unis qui l'aient emporté parmi les 24? Ben écoute, il faut s'y faire. C'est la puissance mondiale. C'est les États-Unis. C'est une des plus fortes équipes de l'histoire de la Coupe du monde féminine. La petite histoire, parce que comme tu l'as dit, c'est la 8e édition. Donc il faut s'y faire. Maintenant, il faut savoir arriver à leur niveau. Et je pense que le Canada est sur la bonne voie. Je suis sûr qu'on en parlera plus tard. Oui, bien sûr, et on va débuter dès maintenant à présenter cette Coupe du monde. On va vraiment y aller groupe par groupe avant, bien sûr, de s'attarder là, sur nos équipes nord-américaines, que ce soit le Canada ou les États-Unis. Donc, commençons immédiatement par le groupe A, le groupe constitué par la France, l'équipe hôte, la Corée du Sud, la Norvège et le Nigeria.
Toi, Georges, est-ce que tu as un favori bien précis? Pour moi, je suppose que c'est la France, mais toi? Mais je pense que dans ce groupe-là, la France est quand même tête et épaule par-dessus les trois autres équipes. C'est sûr que les trois autres pourraient donner des bons matchs, mais je pense que dans ce groupe-là, il y a vraiment une favorite, puis trois qui vont se battre pour la deuxième place du groupe. Parfait. Est-ce que tout le monde est du même avis? Je pense que... Oui, moi, je suis assez d'accord. Ce qui est quand même intéressant, c'est que la France a moins d'expérience en Coupe du Monde que la Norvège et le Nigeria. Mais clairement, leur équipe, leur coach, le fait qu'ils soient à domicile devant leurs partisans, ça va leur donner un edge, comme on dit en bon français. Mais la Norvège, d'après moi, pourrait causer quand même certaines surprises. J'ai hâte de voir. Ouais, ben, moi, je suis d'accord avec votre choix par rapport à la France. J'aimerais par contre mentionner, moi, il y a une seule chose qui me dérange un peu avec l'équipe nationale française. Peut-être que vous pourrez discuter, on pourrait un peu discuter de ça. C'est que je sens qu'il manque une vraie buteuse à cette équipe-là. Oui, on voit qu'il y a Eugénie Le Sommet qui est capable, il y a Tini qui est capable, mais on sent qu'il n'y a pas cette attaquante de pointe qui est capable de vraiment mettre des buts au moment extrêmement important, à part ces deux joueuses-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un avis par rapport à ça? Moi, je pense que la France, souvent aux compétitions, c'est l'équipe qui joue le plus beau soccer, le plus beau foot, mais comme vous dites, il manque quelque chose, un instinct de tueuse pour mettre fin au match dans les moments clés. Tactiquement, ils sont très bien, techniquement, ils sont superbes, mais il y a quelque chose qui manque à chaque année. J'ai eu la chance de jouer contre la France à 2 reprises au jeu universitaire, puis c'était toujours très, très beau à voir la France jouer, mais quand ça a vraiment compté, il manquait quelque chose, puis je pense que c'est ça, une joueuse dominante qui prend l'équipe sur les épaules pour les amener à la fin du match. Exactement, exactement. Stéphanie, est-ce que tu es d'accord avec ce point-là ou? Oui, je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je trouve quand même intéressante aussi, c'est que la sélectionneuse, qui n'aime pas être appelée une sélectionneuse, mais c'est comme ça, en fait, je vais utiliser ce titre-là pareil. Corinne Diacre, elle a dit qu'elle aime beaucoup la méthode Deschamps et qu'elle s'inspire beaucoup de lui. Et je pense qu'on aurait eu le même genre de discussion sur l'équipe masculine avant la dernière Coupe du Monde et on sait comment ça a terminé. Il y avait beaucoup de personnes qui critiquaient Giroud, etc. Donc, s'ils utilisent le même type de méthode, peut-être qu'ils vont réussir à avoir le même type de résultat. Oui, exactement. Et puis, j'aimerais aussi mentionner quelque chose pour ceux qui suivent un peu le foot féminin. La Ballon d'Or, Ada Egerberg, qui est norvégienne, malheureusement ne sera pas de la Coupe du Monde parce que elle est disputée avec le sélectionneur, la sélectionneuse de la Norvège. Donc, il y aura pas le Ballon d'Or fera pas partie de cette Coupe du Monde-là par choix. Donc, c'est un peu bizarre. Mais n'empêche, la Norvège a quand même de bonnes petites joueuses avec Doris Dottir et Milde. Il y a quand même de bons petits joueurs. Puis, il y a la fameuse, l'équipe africaine avec le Nigeria qui est la plus dominante en Afrique, qui a gagné 9 des 11 Coupes d'Afrique des Nations féminines. Donc, on s'entend qu'il y a quand même beaucoup de talent au Nigeria aussi. En tout cas, ça va être intéressant à voir, mais je suis d'accord avec vous en général, comme quoi la France est au-dessus parmi tout cela. Et Oui. la République de Corée, là, qui est peut-être qui passe vraiment dans l'ombre et tout ça, ils ont quand même, et j'ai lu là-dessus parce que c'est pas une équipe que je suis, mais une des meilleures défensives, dans le fond, dans les compétitions de qualification. Ils ont concédé seulement un but dans leurs 8 matchs, alors qu'ils en ont scoré 30. Donc, il va falloir quand même s'adapter à ça là, s'ils décident de parquer l'autobus, comme on dit. Peut-être que ça va changer la donne pour les autres équipes. Oui, donc vraiment dans le groupe A, c'est la France à la première position et puis une belle bataille pour la deuxième position qualificative. Mais dans le groupe B, là, avec l'Allemagne, la deuxième puissance mondiale dans le soccer féminin, là, je crois qu'il va encore moins y avoir de débat. Pour toi, Steph, là, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'Allemagne rapidement?
Effectivement, je pense que l'Allemagne, ils sont très près derrière les États-Unis en termes de compétition internationale. Ils ont aussi, le pays en entier, une culture de foot qui est indéniable. Par contre, j'ai hâte de voir parce que en 2018, ils ont terminé dernière à la Coupe She Believes dans les États-Unis. Et c'est comme si il y a certaines personnes qui disaient qu'elles sont un peu au-dessus de leurs affaires. Donc, ils ont gagné contre la France, la Suède, mais ils ont annulé contre le Japon. Donc, en ce moment, c'est un peu une remise en question, j'ai l'impression, mais elles vont vouloir prouver là, qu'elles sont encore en tête de liste des nations. Et j'aimerais quand même aussi souligner la superbe annonce qu'elles ont faite pour promouvoir la Coupe du Monde, qui disait là, en entrée de jeu, on joue pour une nation qui ne connaît même pas notre nom. Et qui faisait vraiment référence à la distinction entre le foot féminin et le foot masculin. C'était de tous côtés. Parfait. Et toi, Georges, est-ce que tu penses que l'Allemagne là, peut être inquiétée par la Chine, voire l'Espagne, ou vraiment là, ils ont le niveau? Mais c'est drôle parce que c'est sûr que, vu mes racines, j'ai une partie prise pour l'Espagne. Puis il faut dire que l'Espagne, si je ne me trompe pas, a été la seule équipe européenne qui a été invaincue dans les qualifications. Et on voit l'Espagne chaque année dans les compétitions U17, U20 mondiales. Ils commencent vraiment à prendre le dessus sur les autres pays en Europe spécialement. L'Allemagne, pour moi, c'est une équipe. Ils ont perdu quelques bonnes joueuses depuis 2015, mais peu importe, quand ils arrivent dans les grosses compétitions, c'est un peu comme l'équipe masculine. Les pièces sont interchangeables. Peu importe les 11 qui sont sur le terrain, ils jouent toujours un soccer de qualité année après année. Mais je pense que les Espagnols vont quand même être capables de les pousser au fond. Ouais, exactement. En fait, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, en fait, Georges. J'ai une question pour toi, vu que tu as parlé de tes racines un peu espagnoles. Tu penses quoi de la décision du sélectionneur de garder Vero Boquete à la maison? Ça a été très critiqué par beaucoup de personnes. Je ne sais pas si je dis bien son nom, mais en tout cas, qu'est-ce que tu en penses de cette décision-là? En tant qu'ancien entraîneur, nos décisions vont être critiquées tant qu'ils ne fonctionnent pas. Alors, après la Coupe du Monde, si l'Espagne font bien sans elle, ils vont dire quel bon choix il a fait. Si l'Espagne sous-performe, ils vont dire il aurait dû la garder. C'est une des plus grandes joueuses espagnoles, mais elle a pris quand même un certain âge par rapport au noyau de l'équipe. Et elle a comme quitté la compétition au niveau en club pour aller s'exiler un peu en Chine, si je ne me trompe pas. Puis là, elle est revenue aux États-Unis. Il y a de bonnes joueuses. C'est un beau problème de pouvoir dire qu'on va l'écarter pour la remplacer avec d'autres joueuses un peu plus jeunes. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a la relève maintenant, puis que justement, un entraîneur peut faire le choix de la laisser à la maison. Après, on verra si c'était un bon choix ou non. Parfait, parfait. Oui, j'aimerais juste ajouter une chose, excuse-moi, Anthony. Par rapport à l'Allemagne, Steph a parlé de l'excellente campagne marketing. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo YouTube parce que c'est vraiment magnifique, mais c'est aussi très, très drôle parce qu'elles font aussi allusion, ouais, les femmes ne sont bonnes qu'à la cuisine et on va vous montrer de quoi on est capable. Puis des trucs comme que j'ai trouvé vraiment drôle parce que vraiment, ce n'est pas normal de ne pas voir plus par rapport au football féminin. Et puis, en tout cas, moi, je suis un grand adepte du football féminin, donc voilà. Oui, j'ai hâte de voir la confrontation également entre la Chine et l'Espagne. Ça risque d'être intéressant. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en l'Afrique du Sud ou la 49e nation? Pour moi, ça va être un tournoi très difficile. Moi, j'ai une petite chose à dire sur l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que lors de la dernière CAN féminine, ils sont arrivés en finale et ils ont surpris tout le monde en arrivant en finale. Bon, après coup, malheureusement, les résultats n'ont pas été ce qu'il faut. Ils sont un peu revenus dans leur travers. Mais en tout cas, il y a de bonnes joueuses qui sont encore très jeunes. On pense à Gatlana et à Motalo. C'est deux joueuses quand même assez puissantes qui peuvent, ça peut surprendre. Hein. Tu te qualifies en Coupe du Monde, tout peut arriver. Je suis d'accord avec ça.
encore là, c'est un programme national que j'ai pu voir à 2 reprises aux Jeux universitaires, puis échanger avec les entraîneurs. Puis à ce moment-là, ils commençaient à investir dans leur programme féminin. Et on voyait un groupe qui ne savait pas trop quoi faire dans les compétitions internationales, mais eux, il y avait une vision. Puis 9 ans plus tard, on voit qu'ils arrivent à une certaine maturité comme pays pour le soccer féminin. Je pense qu'ils sont encore un peu loin derrière les plus fortes, mais je pense qu'ils pourraient faire des petites surprises, mais je ne pense pas que vraiment ils vont en compétition avec l'Allemagne et l'Espagne. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à rajouter sur le groupe B? Ben seulement que quelque chose que j'ai trouvé drôle en faisant ma recherche en Chine, on a Wang Shuang qui est parfois, on l'appelle la Léo Messi féminine et elle a joué pour le Paris Saint-Germain. Elle fait vraiment 7 buts et 8 assists en 18 apparitions en Ligue 1. Et donc, elle pourrait aussi peut-être brasser la soupe et voir à donner un peu de fil à retordre à l'Espagne et l'Allemagne. Exactement. Il y a aussi 2 jeunes joueuses que j'ai hâte de voir, moi, avec en Allemagne, Julia Gwynn, 19 ans, qui a été une révélation cette année, en train de tout casser. J'ai vraiment envie de voir ce qu'elle va donner, déjà voir si elle va être titulaire. Et aussi, chez les Chinoises, la jeune gardienne de but, Peng Shimeng, qui a mis exactement, en fait, il y avait la gardienne qui était titulaire depuis des années et des années, elle l'a mis sur le banc. Parce qu'elle est aussi très, très bonne dans les buts. Donc, c'est deux joueuses que j'ai vraiment envie de voir jouer à seulement 19 ans. Et si on passe au groupe C, là, il va y avoir une belle bataille entre l'Australie et le Brésil. Pour toi, Steph, c'est qui le favori de ce groupe? Moi, j'ai un faible pour l'Australie. J'aime beaucoup Sam Kerr, qui est vraiment superbe à voir jouer. Et elle a juste 25 ans, mais quand même, elle est déjà reconnue. Elle joue, je pense qu'elle peut vraiment amener son équipe à un autre niveau. Ils sont aussi 6e quand même dans le classement mondial. Donc, c'est une nation, on les voit moins. C'est ce qui est beau quand même dans le foot. Quand on compare le foot féminin et le foot masculin, il y a des nations qui brillent beaucoup sur le plan féminin, comme l'Australie, qui sont pas mal moins bons au niveau masculin. On pourrait dire la même chose du Canada. Mais je pense que ça peut être une année où ils vont tirer leur épingle du jeu. Moi, je les vois finir en haut de leur groupe et même peut-être passer un peu plus loin. Là. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit un peu plus au Brésil ou... Moi, je pense que le Brésil, ils sont passés date un peu. Ils étaient très favorites aux Olympiques, aux Coupes du Monde il y a 8 ans, il y a 7 ans, etc. Martha était une joueuse dominante, mais je pense, même si elle était une joueuse de grand niveau, je pense qu'il y a d'autres qui l'ont dépassée comme une des meilleures joueuses au monde. Moi, c'est vraiment, pour moi, l'Australie peut représenter la surprise de la Coupe du Monde entière. Elle a ralenti un peu, mais Sam Kerr, l'année passée, pour moi, était la meilleure attaquante au monde. Par ses performances en club puis avec la sélection. C'est sûr qu'il y a eu une pause surprise quand l'équipe a mis dehors leur entraîneur il y a quelques mois un peu sans préavis. Et sûrement, il y a beaucoup de nébuleux les raisons pourquoi. Ça crée un choc. Mais je pense dans ce groupe-là, c'est certain, on ne peut jamais parier contre le Brésil, mais je pense que l'Australie, pour moi, représente l'équipe qui pourrait faire la plus grande surprise à cette compétition cette année. Ouais, je suis d'accord en fait avec Georges. Effectivement, l'Australie est quand même très importante. On parle de Sam Kerr, c'est la meilleure buteuse de l'histoire de la NWSL aux États-Unis, mais c'est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de la W League en Australie aussi. Donc, à juste 25 ans, c'est quand même magnifique. Et je suis complètement d'accord par rapport au Brésil. Et en fait, c'est un point que je voulais mentionner. 9 joueuses au-dessus de 30 ans, dont Formiga, milieu du Paris Saint-Germain, elle a 41 ans qui va jouer la Coupe du Monde. Donc, oui, je pense que, comme dit Georges,
et le pire, c'est que dans les 23, il n'y a pas de relève. Il n'y a pas de jeunes joueuses vraiment de talent. En tout cas, on les voit pas. Ils sont pas sélectionnés si jamais il y en a. Je sais pas s'il y en a dans les équipes de jeunes ou non. Mais en tout cas, il manque de relève, en fait, au Brésil. J'aimerais parler, par contre, aussi de l'Italie. L'Italie a fait un excellent parcours en qualification. 7 victoires, un match nul. Et toutes jouent en Italie, où c'est un championnat qui commence à prendre un peu plus d'ampleur, à part Linari qui joue à l'Atlético en Espagne. Et j'aimerais bien voir jouer Barbara Bonansea de la Juventus, qui est très bonne dribbleuse. Et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle est capable de faire aussi. Parfait. Et nos amis caribéennes de la Jamaïque, pour eux, pour moi, ça va être un tournoi difficile, hein, Georges? Ça va être une belle expérience de vie pour cette équipe-là, je pense. Il faut commencer quelque part. Ils ont été qualifiés, c'est superbe qu'ils ont passé. Pendant des années, c'était États-Unis, Canada, Mexique qui allaient pour la CONCACAF. Donc, le fait que Jamaïque est là, c'est très bien. Par contre, je pense qu'ils vont être un peu déclassés à cette compétition. Oui, en effet. Et si on passe au groupe D, là. Juste avant, Anthony, j'aimerais parler par rapport à la Jamaïque. Khadija Shaw, 29 buts en 21 apparitions. Elle est très jeune. Je pense que c'est le moment maintenant pour Shaw d'aller dans un club européen ou dans un club, même en NWSL. Elle a énormément de talent. C'est ridicule pour l'avoir vue jouer. C'est vraiment ridicule combien elle est talentueuse. J'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de faire. L'équipe est très jeune en Jamaïque. Il n'y a aucune joueuse trentenaire, par exemple. Et comme l'a dit Georges, ça va être une excellente expérience. Mais je pense qu'il y a certaines joueuses qui vont avoir des opportunités après cette Coupe du Monde. Parfait. Toi, Steph, quelque chose à rajouter sur la Jamaïque? Ben non, en effet, là, pour leur première participation, ils ont un groupe quand même assez difficile. Je pense que c'est juste de prendre de l'expérience puis de miser là-dessus pour les prochaines années et les prochaines compétitions. En effet. Et si on se dirige vers le groupe D, là, il va y avoir une excellente confrontation géographique entre l'Angleterre et l'Écosse. Peut-être sur le terrain, ça ne sera pas pareil, là, mais pour vous, vraiment, est-ce que l'Angleterre fait office de favori ou il peut se faire surprendre par le Japon? Allons-y avec Steph. Ça va être un groupe, quand on regarde là, les positions de tout le monde, c'est le groupe qui est techniquement le plus difficile dans l'ensemble. Donc, l'Angleterre, quand même, part favori, évidemment. Et je pense qu'ils ont faim parce qu'au Canada, ils ont quand même eu leur meilleure position de toute leur participation. Donc, ils espèrent arriver puis faire mieux. Ils ont aussi une très bonne attaquante en Nikita Paris qui a scoré 19 buts en 19 matchs. Elle joue pour Manchester City. Donc, je pense qu'ils arrivent vraiment en favori. Par contre, le Japon, il ne faut pas les négliger. Ils sont 7e. Ils ont gagné en 2011. Et je pense qu'ils sont très, très organisés, très disciplinés. Donc, ça risque d'être un choc entre ces deux équipes-là. L'Écosse, comme on dit pour plusieurs autres équipes, ça va être une belle expérience de vie, je pense. Mais malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont vraiment pouvoir sortir du groupe. Là. Parfait. Et toi, Georges, est-ce que tu penses que le Japon peut finir premier? Mais oublie pas, le Japon, ils ont gagné la Coupe du Monde 2011, ils ont été finalistes aux Olympiques en 2012, ils ont été finalistes en 2015 à la Coupe du Monde. Ils ont été éliminés dans la qualification pour les Olympiques en 2016 par un résultat surpris, mais c'est une équipe qui est toujours là. C'est un peu comme je parlais de l'Allemagne, une équipe qui, tu changes les pièces, mais les résultats sont toujours là. Ils sont très, très en forme physiquement, sont très, très forts techniquement, toujours très organisés, très disciplinés comme équipe. Je pense qu'ils pourraient causer une surprise avec l'Angleterre, mais je pense que l'Angleterre, ils misent beaucoup sur cette Coupe du Monde. Ils veulent être hôtes de la prochaine championnat européen. Ils ont beaucoup de joueuses qui commencent à jouer comme professionnels à temps plein, que ce soit dans leur ligue domestique ou ailleurs. Il y a Tony Duggan qui joue à Barcelone, il y a des filles qui jouent en France aussi.
Mais c'est une équipe qui a eu un peu de controverse quand même. N'oublie pas qu'ils ont mis leur entraîneur Samson dehors pour des raisons un peu pas nébuleuses comme en Australie, mais des raisons assez difficiles. Il y avait plein de noms qui ont circulé comme des candidats potentiels, incluant John Herdman, que tout le monde disait qu'il voulait retourner en Angleterre, être entraîneur à l'Angleterre. Puis soudainement, de nulle part, ils ont engagé Phil Neville, un nom que personne ne connaissait, qui n'a pas beaucoup d'expérience comme entraîneur, peu importe. Il a été adjoint à Everton, il a été adjoint avec son frère en Espagne, mais soudainement, il a été engagé. Ça a été très, très critiqué comme décision. Mais depuis qu'il est en charge, l'Angleterre, il accumule de bons résultats. Ils ont perdu contre le Canada quand même, c'est bien pour nous, mais les joueuses semblent suivre Phil Neville. Il a fait quelque chose, il a été très présent, il dit les bonnes choses, il s'assure que les joueurs soient très, très bien encadrés. Donc, ça va être intéressant de voir s'ils continuent sur leur lancée parce qu'ils sont là, ils sont prêts. Ils ont un bon cheminement vers la Coupe du Monde. Donc, c'est une équipe qui pourrait aller loin aussi. Parfait. Et pour toi, Adi, le favori du groupe? Ben, le favori du groupe, pour moi, c'est l'Angleterre. J'ai bien aimé ce qu'on a vu du Japon. Je pense, par contre, j'aimerais soulever une question et voir la réponse de nos invités, et bien sûr la tienne aussi, Anthony. C'est qui va remplacer Omare Sawa comme buteuse, la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe nationale japonaise avec 83 buts? Elle a pris sa retraite, elle est plus là. Il y a personne pour marquer des buts, selon moi. C'est qui va la remplacer? Je sais pas si un de nos invités peut répondre. Moi, je dirais que c'est la force du Japon. Oui, vous perdez un grand, mais le Japon a toujours été capable de trouver la relève. C'est simple. On ne sait pas encore qui ça va être, mais c'est sûr que quand ça va compter, quelqu'un va se relever, c'est certain. Ah non, effectivement. Mais en tout cas, il y a bien de jeunes joueuses, 14 joueuses de moins de 23 ans. Ça va être quand même assez intéressant de voir ces jeunes joueuses-là et la relève. J'aimerais parler, on n'a pas parlé un peu de l'Argentine. L'Argentine, c'est vraiment, je pense que ça va être la dernière du groupe, selon moi. Il y a juste 9 joueuses professionnelles sur les 23. C'est quand même grave qu'à ce niveau-là, des joueuses en Coupe du Monde, il y ait juste 9 joueuses professionnelles sur les 23. Bon, je pense que le monde doit commencer à se réveiller et à donner un statut professionnel à ces joueuses-là parce que c'est pas normal. Mais je pense que l'Argentine, c'est un peu l'exemple du soccer féminin en Amérique du Sud. Il y a le Brésil qui, même pendant 15 ans, a été l'équipe la plus forte de la région, mais eux, ils n'ont pas de soutien. Donc, si eux, ils n'ont pas de soutien, les équipes en dessous, ils ont encore moins de soutien. Et c'est ça le problème. C'est peut-être le seul endroit au monde qui reste où vraiment le soccer féminin et il n'y a aucun soutien. Même en Afrique, où on penserait peut-être qu'il y aurait un peu plus de soutien, au moins de soutien, ils l'ont. On voit les Nigeria, par exemple, l'Afrique du Sud, d'autres équipes. Il y a quelque chose qui cloche encore en Amérique du Sud. L'Argentine, je pense qu'ils vont avoir des problèmes à compétitionner. Mais comme on dit pas jamais, il faut commencer quelque part. Puis le fait qu'ils sont à la Coupe du Monde, peut-être ça va donner la chance à certaines joueuses de devenir professionnelles avec des clubs en Europe ou aux États-Unis. Puis on verra de la suite. Et pour moi, le groupe D est assez spécial puisque j'ai la chance d'aller en France et le seul match que je vais pouvoir voir, c'est Argentine-Japon. Donc, je peux m'attendre à une écrasante victoire du Japon, je crois. Ouais, définitivement. Puis l'Argentine aussi, malgré qu'ils ont participé à quelques reprises, ils ne sont jamais sortis de la phase de groupe. Donc, ça c'est quand même étonnant là, qu'ils sortent cette fois-ci, surtout avec l'équipe qu'ils ont, comme mes collègues ont dit. Parfait. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelques petits mots à rajouter sur le groupe D ou on continue à notre groupe favori? Non, je pense que tu peux y aller parce que je pense qu'on a tous hâte de commencer à parler des deux équipes qui nous intéressent. Hein? Oh oui. Et oui, on va parler des Pays-Bas. Non, c'est... non, allons avec le groupe du Canada. Je crois qu'on va en parler assez longuement puisque Elodie n'est pas là pour parler des États-Unis. On va en parler quand même.
Mais vraiment, là, le Canada, on va prendre beaucoup de temps pour parler du Canada. La joueuse clé, hein, on s'entend que c'était encore Christine Sinclair. Commençons avec Steph. Ben, définitivement. Non seulement c'est la joueuse clé de l'équipe canadienne, mais pour moi, c'est la meilleure joueuse au monde. C'est sûr que là, à prendre l'âge, moi, je pense que c'est probablement. Ben, je suis pas mal certaine que c'est sa dernière Coupe du Monde. Mais c'est un phénomène, cette femme-là. Elle est bonne, elle est aussi une leader, même si elle est très introvertie. Donc, je pense que ça me fait penser à un Nacho Piatti, pour ne pas le nommer, qui n'est pas celui qui va se vanter sur les réseaux sociaux. C'est la même chose avec Christine Sinclair. Donc, j'ai l'impression qu'on la connaît moins qu'on devrait la connaître parce que ça ne fait pas de sens pour moi qu'au Canada, on ne parle pas d'une joueuse qui est sur le point de battre le record de buts marqués en compétition internationale. Et on le rappelle, hein, le record de buts est de 184 par Amy Wambach. Donc, et Christine Sinclair est à 181 buts, donc elle est à 4 buts de dépasser ce record assez prestigieux qui ferait d'elle la plus grande buteuse de l'histoire. Mais Georges, est-ce que tu vois une autre joueur vraiment, pourquoi pas commencer à prendre le relais, une autre joueuse clé avec le Canada? Mais je veux juste revenir sur Christine pour rajouter un peu comment c'est un leader qui est quand même, qui se vante pas. Il y a quelques années, il y avait une entrevue avec elle puis Abby Wambach, parce que ce sont des amis quand même. Oui, ils ont compétition un contre l'autre, mais il y a une certaine amitié qui s'est créée avec les années. Puis, à un moment donné, ils ont demandé de parler un peu des forces de l'autre. Puis Abby Wambach a dit, selon moi, Christine Sinclair, c'est la plus grande joueuse au monde parce qu'elle a traîné le programme canadien sur ses épaules pendant des années. Tandis que moi, j'ai toujours eu, quand j'étais jeune, j'avais le noyau qui était plus âgé que moi. Puis là, quand j'ai pris l'âge, j'avais des filles comme Morgan qui sont venues pour m'appuyer. Pendant des années, il y avait Christine Sinclair puis 10 autres. Ouais. Et là, ce qui est intéressant, puis je pense que qu'est-ce qui donne le fait qu'elle était capable de continuer à dominer, c'est que Herdman, quand il est arrivé, il a toujours cherché la relève. Constamment, il n'avait pas peur, même entre 2015 et 2016, il a dit, oui, on était à la Coupe du Monde avec une noyau de joueuses, mais moi, je vais en chercher d'autres. Donc, il y a le soutien. Pour moi, la joueuse qui pourrait vraiment avoir, comme on dit en anglais, son coming out à cette Coupe du Monde, c'est Jessie Fleming. Mm-hmm. C'est une joueuse qui est, pour moi, c'est la plus grande joueuse technique que le Canada a jamais eue. Les choses qu'elle est capable de faire avec le ballon, la quantité de terrain qu'elle couvre en tout temps, c'est incroyable. Je pense que c'était une meneuse de jeu dans le terme classique. Pour moi, c'est elle vraiment. Mais n'oublions pas le duo qui joue en France, Kedisha Buchanan et Ashley Lawrence. C'est vraiment eux qui vont être les moteurs pour l'équipe, selon moi. Parfait. Et toi, Adi, est-ce que tu as d'autres noms en tête? Oui, juste pour préciser à nos éditeurs, peut-être qui connaissent pas trop l'équipe du Canada, pour Ashley Lawrence, elle joue au poste de latéral. Ben, en tout cas, elle est capable de jouer un peu partout, mais elle joue au poste de latéral dernièrement avec l'équipe nationale féminine. Buchanan, c'est la défenseur centrale de Lyon, qui est champion de la Champions League en Europe. Donc, quand même une très, très bonne joueuse, capable de jouer à ce niveau-là. Et Jessie Fleming est au milieu de terrain, comme l'a dit Georges, vraiment tellement talentueuse. Moi, je pense que pour remplacer Sinclair, ça va être très, très, très difficile. Par contre, je pense que on a Jordine Huitema, qui a juste 18 ans, qui a déjà marqué 6 buts en 21 apparitions. Elle est très, très jeune. Elle a été une des meilleures joueuses. Georges et Stéphanie pourront en parler, là. Mais une des meilleures joueuses, même dans les équipes de jeunes au Canada, au poste d'attaquante. Donc, il y a une certaine relève en attaque. Il y a des joueuses un peu plus vieilles, dont Diane Rose, qui a 20 ans, qui est dans qui est avec la sélection depuis assez longtemps. En tout cas, il y a une relève et c'est ça dont je voulais parler. On a eu 2 grosses nouvelles avant cette Coupe du Monde-là avec Erin McLeod et Diana Matheson qui ont décidé, qui ne pouvaient pas faire la Coupe du Monde. Tout le monde avait peur que cette expérience-là, que malheureusement on n'allait pas avoir de bonnes joueuses pour les remplacer.
Et ce n'est pas le cas, parce qu'on a vraiment de très bons joueurs, de très bonnes joueuses, dont Julia Grosso au milieu de terrain, moi qui m'a vraiment impressionné en la Algarve Cup. Je la trouve vraiment très, très, très bonne. Puis notre seule Québécoise, Gabrielle Carl, qui a aussi été excellente. Et au poste de gardien de but, Stéphanie Labbé attendait depuis très longtemps d'avoir sa chance en tant que numéro 1. Elle le mérite, elle va enfin être numéro 1 en Coupe du Monde et c'est amplement mérité pour elle. Mais n'oublie pas sur Stéphanie Labbé, c'est pas la première fois qu'elle a été appelée en relève. Juste avant les Olympiques, Erin s'avait blessé aussi en 2016. Puis c'est Stéphanie Labbé. Moi-même, j'avais des doutes sur la capacité parce qu'elle avait été longuement la 3e gardienne sans beaucoup jouer. Puis pour moi, c'est vraiment elle qui a fait une grosse différence aux Olympiques en 2016. Oui, c'est dommage pour McLeod puis Matheson qu'ils soient là, mais beaucoup de gens que je côtoie qui connaissent un peu le soccer féminin disent « c'est tellement plate qu'ils ne vont pas pouvoir finir leur carrière à une Coupe du Monde. » C'est la chose qui ressort le plus. Ils n'ont pas dit « l'équipe ne va pas gagner parce qu'ils ne sont pas là. » Je pense que leur présence aurait fait beaucoup par rapport au leadership, mais je pense sur le terrain, on a vu qu'il y a la relève. Puis une chose que j'ai une grosse partie prise, il y a la présence de Rhian Wilkinson sur le staff. Puis je pense que c'est quelque chose, elle connaît les jeunes parce qu'elle a travaillé avec les jeunes, avec les U17. Elle est maintenant directrice au Whitecaps Academy, le Centre national d'entraînement en Vancouver. Donc, elle connaît beaucoup des jeunes. Elle a quand même fait plusieurs Olympiques, plusieurs Coupes du Monde. John Herdman a dit d'elle en 2015 ou 2016 dans une entrevue qu'il voit en Rhian la prochaine coach de l'équipe canadienne. Donc, elle assure un peu la transition de Herdman à nouveau entraîneur. C'est la constante qu'elle était là depuis 2003. Oui, je la connais depuis qu'elle a 13 ans. Ma conjointe l'a coachée, moi je l'ai coachée. Elle venait souvent parler à mes équipes à Concordia après les compétitions. Je pense que sa présence va un peu jouer le même rôle que Matheson puis McLeod aurait joué. C'est un excellent point, en effet. Puis je pense que justement, ce qui fait la différence du Canada, c'est John Herdman a vraiment, comme Georges a dit, a construit le programme pour permettre une relève puis pour permettre d'avoir une équipe qui était moins centrée seulement sur Christine Sinclair. Et elle-même a dit récemment qu'elle pense que à ce point-ci, c'est probablement la meilleure équipe nationale canadienne pour laquelle elle a joué. Donc, elle-même est très confiante dans les possibilités pour cette Coupe du Monde. Et je suis assez d'accord là, pour les joueurs que vous avez nommés comme ceux qui pouvaient ressortir du lot. J'aime beaucoup Buchanan aussi. Il ne faut pas oublier, à la dernière Coupe du Monde au Canada, elle avait été nommée la meilleure jeune joueuse de la Coupe du Monde. Elle a seulement 23 ans. Donc, elle aussi avait quand même un potentiel de développement continu, là, même si elle est déjà très bonne. Et j'ai aussi un fait pour Jordan Huitema qui vient de signer pour le Paris Saint-Germain et qui, en tout cas, aux dernières nouvelles, fréquentait Alphonso Davies, donc les deux jeunes superstars du soccer canadien. Je trouve que c'est quand même une belle histoire. Et je lui souhaite vraiment je pense pas qu'elle va commencer des matchs, mais de prendre un peu du galon dans cette compétition pour pouvoir asseoir ses bases avec l'équipe pour les prochaines. Puis parce qu'on parle de Huitema, je pense que c'est un peu l'image du changement qui arrive dans le soccer féminin. Parce que c'est la première qui n'a pas suivi les traces du chemin normal pour les joueuses féminines au Canada, aux États-Unis. On jouait en club, on jouait en sélection de jeunes, on allait aux États-Unis, on avait une bourse d'études, on faisait nos 4 ans, puis après, on allait jouer dans la NWSL. Elle a dit, les études, je ferai ça plus tard, je vais aller pro tout de suite. Puis c'est la deuxième. Il y a Mel Pugh des États-Unis qui a quitté UCLA après une année pour aller professionnel. Jordan Huitema n'a même pas fait ça. Donc, on voit que maintenant, pour les joueuses de qualité, il y a des options professionnelles qui peuvent faire carrière comme joueuse. Les études seront là plus tard si jamais elle veut y retourner. Et pour toi, Steph, là, un bon résultat pour le Canada, ça veut dire quoi? Mais là, je vais parler avec mon cœur. Moi, je les vois finir avec une médaille définitivement. C'est ça. Pour moi, il faut qu'il y ait une médaille, sinon il va y avoir une déception.
Mais comme c'est fort probablement, comme je l'ai dit, la dernière Coupe du Monde de Christine Sinclair, je lui souhaite vraiment le mieux, le meilleur qu'elle mérite. Mais je pense pas qu'on va j'ai le goût de dire qu'on peut gagner la Coupe du Monde. Là. Je veux y croire, je l'ai mis dans mon bracket, mais comme mes brackets sont jamais bons de toute façon, il ne faut pas se fier là-dessus non plus. Là. Mais définitivement une médaille. Parfait. Et toi, Georges? Moi, je les vois, ils ont perdu en quart de finale en 2015. Il faut qu'ils atteignent le carré d'or, minimum. S'ils ne finissent pas dans les 4 premiers, ça sera une déception, selon moi. Avec le groupe qu'ils ont, avec le tirage qu'ils ont, 3e, 4e minimum. Sinon, s'ils finissent encore dans les top 8, pour moi, ça serait une déception. Même si je parle avec mon cœur ou si je parle avec mon cerveau, dans les deux cas, s'ils ne sont pas dans le top 4, c'est une Coupe du Monde ratée pour moi. Je suis d'accord. Ouais, je suis 100% d'accord moi aussi avec ce que Georges vient de dire. Pour moi, c'est un minimum d'une demi-finale. Je pense que pour avoir surpassé les attentes, je pense qu'il faut une finale et qu'une demi-finale, c'est pour moi la moindre des choses, je pense. C'est sûr que ce qui est quand même intéressant, c'est que quand même le groupe du Canada est quand même assez, je dirais pas il est simple. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes équipes avec le groupe du Canada. Donc, elles vont commencer la compétition avec déjà beaucoup d'adversité. Et c'est ça que j'aime bien, parce qu'une Coupe du Monde, la plupart du temps, si vous regardez, que ce soit chez les féminines ou chez les équipes masculines, quand on regarde les Coupes du Monde, c'est les équipes qui ont eu un groupe assez relevé dans le premier tour qui finalement remporte l'édition. Et c'est ce que je vois avec le Canada. On a quand même des équipes qui sont intéressantes du côté du Canada. On parle du Cameroun. Bon, c'est l'équipe la plus faible, mais n'empêche, c'est quand même une très bonne équipe du côté de l'Afrique, en tout cas cette année. On parle de la Nouvelle-Zélande, qui a quand même une équipe qui était déjà entraînée par John Herdman et qui a quand même aussi beaucoup de talent. Puis les Pays-Bas, on s'entend qu'il y a une équipe qui est quand même 6e mondiale, 9e mondiale, si je ne me trompe pas, qui 8e mondiale, pardon, et qui aussi ont beaucoup de très, très, très bonnes joueuses. Juste pour vous nommer quelques-unes, par rapport aux Pays-Bas, il y en a 3 qui faisaient partie des 22 joueuses en finale de Ligue des champions UEFA. Donc, on s'entend que c'est pas des petites joueuses. Donc, ça va être intéressant de voir un groupe aussi relevé aussi pour le Canada. Je pense que ça va les aider pour le reste de la compétition. Il faut pas oublier que ce groupe-là, c'est presque exactement le même groupe que le Canada a eu en 2015. Mm-hmm. Ils ont joué contre la Nouvelle-Zélande, ils ont joué contre les Pays-Bas. C'est le Cameroun qui remplace la Chine dans le groupe. Puis, c'était un groupe difficile pour le Canada en 2015. Oui. Ils ont battu la Chine sur un péno à la 85e minute. Ils ont fait match nul contre la Nouvelle-Zélande, puis ils ont fait match nul contre Hollande. Ils ont donné un but vers la fin du match, mais ça n'a pas été facile de sortir de leur groupe en 2015. Pour moi, en 2015, par rapport à la qualité de jeu, le Pays-Bas, pour moi, a été une de mes équipes favorites en 2015. Je les ai vus jouer 2 fois en personne. J'ai vraiment adoré la façon qu'ils jouaient. Puis je pense qu'ils ont pris la maturité depuis. Donc, c'est pas un groupe facile, mais tant qu'être dans ce groupe-là, je pense que commencer avec le Cameroun, c'était une bonne nouvelle pour le Canada. Et la Nouvelle-Zélande pourrait faire des surprises, mais je pense que l'effet Herdman, il a diminué depuis le 2015. En 2015, il y avait encore des joueuses puis des entraîneurs qui avaient travaillé avec Herdman. Mais là, cette influence peut-être a diminué un peu. Je ne sais pas. Ils vont être plus forts que le Cameroun, mais je pense que ça va être Canada et Pays-Bas qui vont vraiment compétitionner pour finir premier dans le groupe. Parfait. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le groupe du Canada? J'aimerais juste donner les dates parce que je suis sûr que beaucoup de nos éditeurs et auditrices supportent peut-être le Canada. Donc, il y a le Cameroun. Canada-Cameroun, c'est le 10 juin. Le Canada-Nouvelle-Zélande, c'est le 15 juin. Et le Canada-Pays-Bas, c'est le 20 juin. Donc, soyez à l'écoute pour cette Coupe du Monde-là. On a vraiment hâte. J'espère qu'on va voir Christine Sinclair, recordman, à la fin de cette Coupe du Monde-là parce qu'elle le mérite. C'est une excellente joueuse.
En Non. effet. Donc, passons au groupe F, le groupe des... Oui? Non, vas-y, je voulais juste... Ok, c'est bon. Passons au groupe F, le groupe des États-Unis, le groupe des championnes en titre. Euh, Commençons par toi, Adi. Tu as dû parler à Elodie hein, de son pays de cœur, les États-Unis. Peux-tu nous en parler un peu? Exactement. Bon, Elodie, on sait elle est française, sauf que elle aime beaucoup l'équipe nationale américaine, bien évidemment. C'est aussi notre rédactrice de foot féminin sur Culture Soccer. Malheureusement, elle n'a pas pu être là. Elle a beaucoup de travail. Mais je lui ai demandé de me donner son avis un peu sur cette équipe américaine. Puis j'aimerais juste vous donner son avis à elle. Déjà, en premier, elle a beaucoup aimé la campagne marketing que l'équipe nationale a fait à New York. Elles ont eu une grosse journée média. Elles sont parties même à Times Square pour encore promouvoir cette Coupe du Monde-là. Et il paraît qu'il y avait beaucoup de monde et les journalistes les voient comme les grandes favorites. Elle dit que les joueuses clés vont être Megan Rapinoe, Lloyd Morgan, Alex Morgan bien évidemment, et Tobin Heath. Ça va être pour elle les joueuses expérimentées qui vont amener ce plus à l'équipe nationale américaine. Et elle pense que Jill Ellis, qui est la sélectionneuse des États-Unis, va être quand même très importante parce qu'elle a beaucoup d'expérience aussi à ce poste-là, même si elle a été critiquée dernièrement. Et elle aimait beaucoup mentionner Christian Press, qui pour elle va faire une grosse Coupe du Monde. Pour elle, ça va être la surprise point de vue des États-Unis pour la Coupe du Monde. Et enfin, la jeune espoir, Georges en a parlé un peu plus tôt quand on parlait du Canada et de Jordan Nutema, Mal Pugh, qui est une petite jeune qui est vraiment à surveiller, qui a beaucoup de talent. Donc, c'est ça, c'est à peu près ce qu'elle m'a donné comme chose. Elle est contente qu'Ali Krieger soit de la partie parce qu'elle trouve qu'elle est très forte en défense aussi. Donc voilà, c'est l'avis de Elodie Touzé sur l'équipe nationale américaine. Je donnerai le mien un peu plus tard. Je vais laisser la parole aux invités. Disons, Georges, par exemple, tu peux commencer si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Je pense que tant qu'ils ne seront pas championnes, ils sont les championnes. C'est l'équipe dominante depuis 20 ans dans le soccer féminin. L'intéressant, je pense, c'est que le groupe, les autres, ont rattrapé les États-Unis. Je pense que l'écart est beaucoup moins fort qu'il a déjà été. Puis, il vient ici avec quelque chose à prouver à deux niveaux. Un, ils ont été éliminés en quart de finale aux Olympiques contre la Suède, qui ironiquement se trouve dans leur groupe. Donc, ça va être un match intéressant à suivre. Puis deux, n'oublie pas qu'ils sont en litige en ce moment avec la Fédération américaine pour tout ce qui est de compensation, puis traitement équitable, etc. Donc, il faut qu'ils prouvent. Pendant des années, mais plus récemment avec leur litige, puis ils vont en procédure légale pour avoir une compensation équitable. Mais il faut qu'ils prouvent maintenant qu'ils sont les meilleurs, qu'ils méritent d'être payés d'une façon équitable avec les hommes. Donc, ils vont avec cette motivation extra de montrer qu'ils sont meilleurs au monde, qu'ils peuvent générer de l'intérêt. Ils ont mis beaucoup d'argent dans le marketing. Donc, c'est certain que pour eux, ils vont toujours partir favorites. La Suède, je pense, pourrait leur donner un match parce que à quelques reprises depuis un an, ils ont eu un peu de contre-performance. On parle aussi She Believes Cup, etc. Mais c'est une équipe qui a toujours été là quand ça compte, donc sûrement ils vont toujours être là cette compétition aussi. Oui, et Georges, comme tu l'as dit, se sont surtout démarqués par leur courage là, avec tous les questions sur l'équité salariale. Toi, Steph, qu'est-ce que tu as pensé de ce mouvement vraiment courageux et vraiment exemplaire là? En effet, moi, je trouve, ça m'a fascinée. J'ai lu, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire l'article dans le Times sur Alex Morgan, qui, en fait, est parce qu'on doit toujours nommer dans ce type de recours légal-là une personne qui représente l'ensemble. Et Alex Morgan a accepté de jouer ce rôle, même si c'est vraiment une des joueuses de premier plan. C'est peut-être la meilleure joueuse des États-Unis. Et en fait,
Elle, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que elle a un diplôme en économie politique. Donc, je pense qu'elle est à l'aise de prendre sa place là-dedans. Et je pense que c'est un mouvement qui est nécessaire. Je pense aussi que l'équipe américaine, c'est pas la première fois non plus. Ils ont déjà eu ce type de recours légal dans le passé. Et ce qu'on dit dans cet article-là, c'est qu'ils sont en quelque sorte un modèle pour les autres équipes féminines et les autres athlètes féminines ailleurs aux États-Unis. Donc, je pense qu'elles prennent ce rôle-là vraiment à cœur. Et par contre, je suis un peu... Effectivement, comme Georges dit, elles veulent prouver qu'elles sont aussi bonnes que les hommes, qui, n'oublions pas, n'ont même pas participé à la dernière Coupe du Monde. Mais par contre, je trouve que c'est un risque. Donc, un peu comme on disait tantôt, si ça fonctionne bien, on va dire c'était vraiment brillant comme décision de faire ça juste avant la Coupe du Monde parce qu'elles ont déposé ça en mars. En fait, le 8 mars, la journée internationale des femmes. Mais si ça ne fonctionne pas, je pense qu'on va le tenir au-dessus de leur tête en disant vous voyez, vous n'auriez pas dû faire ça, pour qui vous prenez, etc. Donc, elles restent les favoris du tournoi et je pense que c'est quelque chose qui devait être fait. Si on veut regarder juste en termes de comparaison, par exemple, là, on parlait de la sélectionneuse Jill Ellis. En 2018, l'année fiscale qui terminait en 2018, elle a reçu 318 533 en compensation totale. Donc, elle est la 10e employée la plus chèrement payée au US Soccer. Jürgen Klinsmann, qui a été mis à pied, dans le fond, en 2016, pour la même année, a quand même reçu 3,35 millions. Donc, ça met quand même un peu en perspective. Et Bruce Arena, lui, a reçu 1,27 millions. Puis même l'entraîneur des moins de 20 ans a fait plus d'argent qu'Ellis. Donc, c'est pour mettre en perspective qu'il y a quand même une grande inégalité au niveau des salaires, oui, mais de tout ce qui est compensation aussi. Et puis, US Soccer, quand même, ils disent, oui, mais le soccer féminin attire moins de visibilité au niveau, des visionnements à la télévision. Donc, on peut vendre moins de promotions, etc. Mais elles sont quand même le fort au niveau mondial. C'est les meilleurs au monde. Donc, je pense qu'elles ont pris le rôle de dire, si nous, on est les meilleurs et on est moins bien payés que nos compatriotes, ça ne fait pas de sens et on doit dire quelque chose. On ne fera pas comme on dit d'habitude aux athlètes. On leur dit, mêle-toi pas de ça, joue ton sport. Puis, mais elle, dans le fond, Alex Morgan, elle a dit, oui, je suis une athlète, mais je suis plus que ça. Je suis aussi une citoyenne. Et je pense qu'il faut qu'on dise quelque chose. Oui, et même là, pour les personnes qui vont voir les matchs là, récemment, récemment à la victoire contre le Mexique 3-0, là, je crois qu'il y avait environ 26 000 personnes au stade, si je ne me trompe pas, tandis que les hommes récemment là, ont quand même de la difficulté à attirer les foules. Parfois, c'est dû au prix des billets, mais quand même, récemment, les femmes attirent plus que les hommes pour la sélection nationale. Donc, l'argument n'est pas vraiment valable. Oui, Adi? Non, je pense que c'est Georges qui voulait parler, mais... Oui, j'allais justement dire un peu que je pense que le timing du recours qu'ils ont fait, c'était fait un peu bien planifié, parce que c'est pas la première fois. L'équipe de Danemark, ils ont boycotté un match de qualification pour la Coupe du Monde parce qu'ils voulaient être compensés d'une façon équitable. L'équipe féminine de hockey aux États-Unis, ils ont menacé de boycotter le championnat du monde pour la même chose. Alors, c'est un mouvement dans le sport féminin qui commence à prendre de plus en plus envergure. Puis, le mot important à retenir dans tout ça, c'est équitable versus égal. Mm-hmm. Je ne pense pas nécessairement que les sportifs féminines cherchent à être payés d'une façon égale, parce qu'en réalité, par rapport aux revenus, par rapport à la diffusion sur les télévisions, les foules qui attirent, etc., mais au moins, ils vont être traités équitables, que ce soit aux compensations, que ce soit aux investissements, que ce soit les ressources qui sont données. Et là, on commence à voir, puis je pense que c'est le temps. L'année passée, UEFA est sorti une étude sur le soccer féminin. Puis une des choses qu'ils ont parlé,
pour les athlètes professionnels qui jouent au soccer féminin. Il dit c'est bon pour les joueuses féminines parce qu'ils sont capables de faire 2 emplois en même temps. Puis ils ont utilisé ça comme une force, qui était capable de jouer à temps plein et travailler aussi. Mais c'est ridicule. C'est pas qu'ils peuvent travailler, c'est qu'ils sont obligés de travailler pour faire un salaire pour vivre. Alors, là, on commence à voir, comme je dis, je pense que les Américains en ce moment, le numéro 1 au monde, vont être l'exemple, mais je pense qu'on va avoir un effet domino avec les autres. Le Canada, pour le moment, parce qu'ils sont soutenus avec On the Podium et d'autres ressources, je pense qu'ils sont contents de leur compensation, parce que c'est sûr que l'écart entre eux et l'équipe masculine est encore plus grande. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus à travers le monde dans tous les programmes féminins de soccer, mais dans le sport en général. Tout à fait. Puis pour dire quand même qu'il y a 4 ans, à la finale de la Coupe du monde qui a eu lieu au Canada, il y a eu 25 millions de personnes qui ont écouté la finale. Et ça, c'est un record d'auditoire pour le soccer aux États-Unis pour n'importe quel game. Donc, c'est pas vrai non plus de dire qu'au niveau des diffusions, à tout le moins, aux États-Unis, les femmes ont quand même, en termes de vente de billets, en termes d'auditoire, ils sont vraiment, si c'est pas égal là, aux hommes, ils sont en train de les dépasser. Donc, effectivement, on peut y aller au niveau équitable, mais juste pour dire que quand on prend ces faits-là, il y a vraiment lieu de se questionner. Parfait. Excusez-moi, je veux juste parler en fait, du côté sportif de la chose. C'est vrai que effectivement, et je vous conseille à tous les auditeurs de lire l'article d'Élodie Touzet par rapport à cette situation-là, l'article du 11 avril 2019 qui s'appelle À jeu égal, salaire inégaux, le combat de l'équipe nationale américaine. C'est très bien détaillé. Je vous conseille d'en parler. Mais j'aimerais parler un peu du côté sportif parce qu'on oublie, c'est vrai que en premier, pour pouvoir arriver à prouver tout ça, il faudrait que sportivement ça aille. Donc dans ce groupe, on voit les États-Unis avec la Thaïlande, le Chili et la Suède. Est-ce que on sait que les Américaines sont favorites. Moi, je trouve que c'est un des groupes les plus faciles dans cette Coupe du Monde. Je pense que le Chili et la Thaïlande n'ont vraiment aucune chance de sortir de ce groupe-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphanie? Commençons par Stéphanie. Définitivement, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. La seule chose, c'est quand même au niveau psychologique pour les États-Unis de se reprendre la Suède alors que c'est eux qui les ont éliminés rapidement là, à Rio. Rapidement pour les Américaines. Donc ça, je pense que ça peut peut-être avoir un petit effet psychologique d'un côté ou de l'autre. Donc si elles arrivent à les battre de façon sans bavure, je pense que ça va leur donner un boost pour le reste du tournoi. Si au contraire, la Suède, il y a une nulle où la Suède réussit à gagner, je pense que ça peut jouer sur leur morale là, pour la suite. Parfait. Et Georges? Je suis d'accord. C'est vraiment une équipe qui est sciée en deux. Pas une équipe, un groupe qui est scié en deux. Tu as la Suède puis les États-Unis, puis tu as le Chili puis la Thaïlande. C'est juste question de qui devrait finir première, c'est les États-Unis, mais je pense que la Suède devrait finir deuxième, peut-être faire une surprise. Les deux autres groupes, je pense que le problème pourrait être, parce que le groupe est si facile, les deux favorites ne vont pas être poussés ou testés peut-être assez. Puis ils vont sortir du groupe avec une place un peu assurée, puis là, ils vont arriver en quart de finale, puis est-ce qu'ils vont être capables, justement, de lever le niveau de jeu quand ils ont eu sur papier 2 matchs pas mal très faciles. Parce que si on disait que l'Argentine, ça va être une belle expérience de vie, mais le Chili, ça va être encore plus pour eux parce que c'est vraiment une équipe qui a fait une pour surprise de se qualifier. Puis il n'y a pas beaucoup d'expérience sur l'équipe de Chili. Ils n'ont pas vécu beaucoup de matchs. Je pense qu'à un moment donné, ils ont passé 18 mois sans jouer de match. Wow. Alors, je ne sais pas. Puis la Thaïlande, j'ai aucune idée comment ils vont être sur le terrain, mais c'est une chose que je dirais pour la Suède plus que pour les États-Unis. Quand ils vont sortir du groupe, est-ce qu'ils vont être prêts à affronter la première équipe de notre groupe? À suivre. C'est vrai. Donc, c'est déjà la fin de cet épisode spécial présentation de la Coupe du Monde France 2019. Donc, n'hésitez pas
à la suivre sur Culture Soccer, puisque on va vraiment faire des podcasts spéciaux tout simplement pour cette Coupe du Monde. Donc, Georges, c'est où qu'on peut te suivre? Ben, je suis sur Twitter à Jo Sanchez65. J'ai mon blog qui est lié aussi au Twitter. Puis ceux qui ont déjà visité mon Twitter, mon blog, vous savez que je parle beaucoup de soccer féminine suite à 27 ans où j'ai œuvré comme entraîneur à différents niveaux. Parfait. Et toi, Stéphanie? Moi, je suis à l'occasion dans les podcasts du CanFC. Sinon, je suis aussi active sur Twitter, @StephRad11. Donc, vous pouvez me suivre. Je pense qu'effectivement, on va tous beaucoup commenter la Coupe du monde féminine et partager les articles qu'on trouve intéressants. Effectivement. Donc, merci vraiment pour votre temps. Cher ami. Et vraiment, là, comme je l'ai dit sur Culture Soccer, la Coupe du Monde sera à suivre à travers des articles à chaque match du Canada et des États-Unis pour tout ce qui est podcast également. Et il y aura également la Gold Cup à suivre. Donc, Anne a dit ça va être un mois de juin et de juillet. Ça va être des mois de juin et de juillet assez chargés, hein? Ça va être fou furieux. On a vraiment beaucoup de choses à vous offrir. En commençant par, on est en train d'enregistrer aujourd'hui le 1er juin. Il y a le premier article sur la Coupe du monde féminine qui est déjà sorti. Donc, je vous conseille d'aller lire ça. Et vraiment très intéressant, écrit par Élodie Touzé. En partie, il y a une partie que c'est moi, mais Élodie a fait un excellent travail. Mais c'est ça, suivez tout ça sur Culture Soccer. Moi, personnellement, j'ai hâte. Je sais que nos invités ont hâte. Je sais que toi, Anthony, tu as hâte d'aller en France. Donc, ouais. Voilà. C'est bon. Merci à tous et n'hésitez pas à aller suivre nos invités et à aller nous suivre nous également. Donc, merci et à la prochaine.